Alors, pour me présenter rapidement, donc je suis donc Jimmy Tiramberi, je suis dirigeant de Biforma et, aussi, bon, je suis issu d'un MBA en stratégie d'entreprise de l'IAE de Paris, Sorbonne. Ça fait 20 ans que je travaille, donc 20 ans d'expérience professionnelle dans des postes à responsabilité en métropole et à La Réunion. Euh, Aujourd'hui, donc j'ai un associé qui est CH Payette et puis un important partenaire qui est l'Institut François Bocquet, basé à Paris. Donc, on travaille sur plusieurs thématiques qui est le management, euh, le leadership au travers de la formation et aussi du marketing digital, de la vente aussi, et de la FEST, l'action de formation en situation de travail, qui est un élément important pour nous. Euh, et on travaille aussi en conseil, donc on apporte du conseil aux entreprises sur la stratégie d'entreprise. Donc, qui peut être une stratégie de développement, une stratégie de fusion, d'acquisition, donc sur pas mal de dossiers et pas mal de domaines. Aujourd'hui, on travaille aussi avec beaucoup de formateurs basés à La Réunion et en métropole, parce qu'on a mis en place du travail à distance. Et bien évidemment, on a mis en place aussi une veille importante sur le développement des compétences et le travail. Ce qui nous emmène aujourd'hui à penser à comment les choses vont évoluer, à réfléchir à toute cette situation qui nous apporte, on va dire, beaucoup de questions. Beaucoup de questions, on se pose beaucoup de questions sur l'après et comment on va faire, etc. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est on fait une présentation. Je vais me présenter et je vais présenter ma réflexion en tout cas. Je présenterai juste après mes collègues et on va aborder quatre thématiques. On va essayer de faire ça en questions-réponses avec mes partenaires. Et à la fin, donc notez vos questions et puis on essaiera de répondre à toutes vos questions. Voilà un petit peu le process que je propose. Donc, comme je vous disais, actuellement, nous vivons quelque chose d'assez exceptionnel et qui nous met au défi de comprendre la situation et surtout d'accepter la situation, chose qui est pas facile. C'est aussi d'accepter les pertes humaines et les pertes économiques qui sont extraordinaires par rapport à la situation. Et puis, de passer rapidement ces différentes phases de deuil, parce qu'actuellement, nous vivons un deuil, et de se dire que rien ne sera plus comme avant. Et quand on revient sur le mot deuil, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que le deuil, en fait, ça se vit en quatre phases. On a cette première phase qui est ça a été le choc, ça a été l'annonce du confinement, un arrêt brutal de toutes les activités, de toute activité. Ça n'a pas été préparé, donc personne n'a été préparé à ça. Et là, on rentre dans une deuxième phase qui est la phase de colère, de l'incompréhension, et puis la peur de l'avenir en fait. Et cette phase qui est très importante, elle peut perdurer dans le temps. Et il faut vite passer à d'autres phases. La troisième phase, en général, c'est un peu la phase de tristesse et de dépression. Donc, on a un sentiment en fait d'impuissance face à ce qui nous arrive. Et, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous êtes tous responsables, vous êtes tous, il y a des chefs d'entreprise, etc. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'avenir, c'est de passer à la quatrième phase, qui est la quatrième phase, c'est l'acceptation. Voilà, l'acceptation de tout ce qui se passe et préparer les opportunités qui vont se présenter à nous. Il y aura forcément des perdants, des gagnants, donc on va aborder ce sujet-là juste après. Et puis se dire aussi qu'il y a un véritable changement qui est en train de s'opérer, que ce soit dans le monde au niveau international, il y aura un changement au niveau national, et puis il y aura un changement aussi au niveau local, positif ou négatif, encore une fois, j'ai envie de le dire.
Et nous, à nous, en tant qu'individus, de saisir en tout cas les différentes opportunités qui s'ouvrent à nous. Et c'est pour cela que on a appelé ça, nous, notre thématique d'aujourd'hui, le jour d'après. Bon, ça fait un peu peur, mais oui, c'est le jour d'après confinement parce qu'on vit, le président a dit, on vit une guerre, c'est une guerre invisible, mais on vit quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, je vais présenter, donc Serge Payette va se présenter, et puis par la suite François. Serge, si tu veux bien allumer ton micro. Hop. Alors, est-ce que tu as accès à ton micro, Serge? Peut-être. Bon, mon animatrice, elle est partie. Et puis là, Aurore, est-ce que tu peux allumer les micros de Serge et de François? J'ai l'impression que mon micro à moi est activé. Pour toi, c'est bon. Serge, peux-tu activer ton micro? C'est pas moi qui commande, voilà. C'est bon. Bien, François, je passe maintenant, tu parleras après ou si tu veux, parle maintenant. Vas-y, Serge, c'est bon. Ok. Bon, alors Serge Payette, je suis retraité depuis fort longtemps et toujours actif depuis fort longtemps. Et j'ai occupé, je suis avec Biforma maintenant, et j'ai occupé pas mal de choses, de présidence de la Sofidaire pendant 25 ans. J'ai été aussi, je finançais aussi la formation. Je me suis occupé en tant qu'aussi de président de l'ANT pour faire la mobilité aux jeunes de l'outre-mer, etc., etc. On en passera. Et ce qui m'intéresse en ce moment, et notamment après avoir entendu la présentation des invités, je me suis rendu compte que le souci, c'était celui de l'économie et, souvent exprimé, celui de l'emploi. Alors, il est certain qu'il y aura des choses à dire sur ce qui a été préparé, plus, je dirais, sur le travail tel qu'il va être. Et nous allons nous positionner, enfin moi personnellement, par rapport à ce que va dire François, qui sera plus général, national, voire européen ou autre. Et puis moi, je ramènerai cela à cette île où je suis né et dans laquelle j'ai travaillé pendant plus de 40 ans, sans compter les 12 années de retraite. Merci. Très bien, merci Serge. Vas-y, François. Alors bonjour, je me présente à mon tour. Alors je m'appelle François Boquet. Je dirige un organisme qui en toute simplicité porte mon nom, qui s'appelle donc Institut François Boquet. Notre siège est à Fontainebleau, à côté de Paris. Donc là, présentement, je suis confiné à Fontainebleau. Mais l'Institut est un organisme de formation spécialisé dans le management du changement. Et depuis une quarantaine d'années, on organise des formations dans toute la France, dans toute la métropole, mais également dans les pays limitrophes, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et au Canada. Donc je suis ici parce que je peux vous apporter un témoignage sur la façon dont on vit ce changement en métropole et dans les pays limitrophes et au Canada. Mais j'ai une deuxième casquette. Depuis toujours, j'écris quelques livres que vous pourrez trouver sur Internet, et en particulier des livres de prospective sur le changement culturel et sur la façon dont notre société, notre civilisation risque d'évoluer sur une échelle de 10-20 ans. Donc, quelque part, j'ai un regard par rapport à la sortie de la crise, et c'est un peu aussi pour ça que je suis ici avec vous aujourd'hui. Merci François. Écoutez, on va démarrer cette intervention. Donc, la première phase, la première question en tout cas, c'est que tout le monde se pose.
quels sont les scénarios possibles à l'issue de ce confinement? Donc, je vais revenir vers François pour répondre à cette question. Et Serge partagera son avis juste après. Ok. Bon, eh bien, donc pour répondre à cette première question, moi je vois trois scénarios principaux. Le premier scénario possible à l'issue de la crise, on pourrait l'appeler business as usual. Business as usual, c'est en gros, c'était dur, on a souffert, on a réfléchi, mais grosso merdo, ça revient exactement comme avant, avec de nouveau des vols, des allers-retours en métropole facilement, avec la bourse qui reprend ses couleurs, et en gros, et la planète qui continue à se réchauffer. Ça, c'est le premier scénario qui n'est pas tout à fait impossible et qui pourrait se produire si la crise était courte et brève. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Hier, pour la première fois, on a une estimation sérieuse sur la sortie de crise en métropole. C'est un organisme anglais qui donne ces chiffres. Il prévoit une sortie le 16 mai. Bon. Et en Angleterre, il prévoit une sortie dans 6 mois. Donc, vous voyez, c'est une crise qui va peut-être durer. Et le premier scénario est donc assez peu probable. Deuxième scénario, c'est le scénario d'un prospectiviste russe qui vit aux États-Unis qui s'appelle Orlov et qui est en gros le scénario de l'effondrement. On parle beaucoup d'effondrement depuis quelques années, tout le monde en riait beaucoup. Et bien finalement, il est peut-être commencé l'effondrement. Alors qu'est-ce que c'est que l'effondrement? C'est un processus de simplification rapide des sociétés. Parce que le monde était devenu trop compliqué, ça devenait ingérable. Autrement dit, si vous voulez, dans cette perspective-là, le corona, c'est juste la mèche qui fait exploser la bombe, mais mais le plus dur est à passer. C'est-à-dire qu'on risque d'assister dans les quelques années à venir à un rééquilibrage du monde, à une correction de tous les excès qu'il pouvait y avoir. Et à ce moment-là, ça pourrait donner un carambolage de crises. Petit A, la crise sanitaire, donc on est en plein dedans. Mais cette crise sanitaire peut déclencher, donc d'ici la fin de l'année, une grosse crise économique, une crise commerciale, une crise d'approvisionnement, une crise où il y aura des faillites, du chômage, etc. Il ne faut pas l'exclure, de toute façon, ça fait presque consensus. Cette crise économique, bien évidemment, petit c, elle va déboucher sur une crise sociale, parce que quand on a faim, eh bien, on se révolte. Donc, on peut revoir des gilets jaunes ou simplement des gens qui n'ont pas de quoi se nourrir, tout simplement. Et ça fait de la violence interne et de la violence externe. Et donc, on peut assister à toutes sortes de violences. Quand il y a des violences, en général, il y a un gouvernement qui réagit, et ça nous amène, petite idée, à la crise politique, qui, elle, pourrait avoir lieu peut-être fin de cette année, début de l'année prochaine, avec éventuellement un durcissement de certains régimes. Donc, je ne sais pas si en France, on va passer à une 6e république si on va passer de la république à l'empire, quelque part, comme on l'a fait beaucoup de fois au 19e siècle. Dans d'autres pays, ça sera peut-être plus soft, comme au Canada ou en Europe du Nord, où on a une longue tradition démocratique, mais dans d'autres pays, qui préfèrent l'autorité, ça risque de renforcer tous les régimes autoritaires. Et donc peut-être assisterons-nous à la fin ou à l'affaiblissement de la démocratie. Ça, c'est la crise D. Et la crise E, alors elle va me prendre un peu plus de temps. Ça pourrait être courant 2021-2022. C'est l'apparition d'une nouvelle idéologie. En général, quand une civilisation s'effondre, eh bien, on voit apparaître des idéologies qui peuvent prendre la forme du communisme, d'une religion. Par exemple, à la fin de l'Empire romain, on a le christianisme qui en a fait son apparition. Une idéologie, c'est un nouveau système de valeurs qui sera probablement beaucoup plus vert et beaucoup plus totalitaire, avec plus de frontières et avec plus d'États. Donc ça, c'est le scénario 2, qui est celui de l'effondrement progressif, c'est le plus noir. Maintenant, il y a un troisième scénario qui est un peu moins catastrophique et qui peut peut-être nuancer le deuxième, localement, c'est celui de la reconstruction. Quelque part, il y a beaucoup de choses à construire. Il est clair aujourd'hui qu'il faut plus de frontières, qu'il faut relocaliser l'industrie, qu'il faut reconstruire, revoir notre politique de santé.
Et ça fait du taf pour un certain type d'entreprise. Donc, toutes ces usines qu'il va falloir bâtir, ces nouveaux circuits à reconstruire, ça fait du travail pour certains. Et dans certains secteurs, dans certaines régions, il y aura du taf, il y aura peut-être un effet rebond qui pourrait nuancer localement ce que l'effondrement pourrait avoir de global. Bon. Alors, des scénarios, j'en ai donné 3, mais évidemment, il y en a d'autres. Mais si je résume tous les scénarios, il y a 2 choses auxquelles on ne va pas pouvoir couper. La première, c'est un renforcement des politiques centrales. Aujourd'hui, on sait que cette crise aurait pu être évitée s'il y avait une meilleure coordination politique entre les États. On sait aujourd'hui que des problèmes comme le réchauffement de la planète, la fiscalité, les régulations de l'économie, tout ça ne peut passer que par plus de politique internationale. Et à l'inverse, au niveau économique, on risque de se retrouver avec plus de frontières, tout simplement pour des raisons de sécurité. Donc, si vous voulez, si je devais tout résumer en une phrase, c'est la petite phrase que je viens de vous passer là, dans Converser en bas, c'est-à-dire qu'on va passer d'un paradoxe global qui dure en gros depuis 30 ans, où on a une mondialisation économique couplée avec des politiques qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, à voir une fragmentation politique plus grande, à la situation exactement l'inverse, où on va avoir des territoires économiques indépendants qui vont chercher donc à protéger leurs précarés, mais ça sera couplé à une gouvernance internationale. Donc c'est un renversement complet de notre civilisation et ça sera dur, mais ça va être vachement intéressant. À toi, Serge. Merci. Alors, pour ce qui nous concerne, je ne vais pas affoler les gens, loin de là. C'est que nous pouvons être vus à nouveau comme les confettis de l'Empire, tels que c'était dans les années 60. Mais depuis, nous avons été intégrés et le département de la Réunion, la région Réunion et les autres, il faut penser aux autres, puisque moi j'ai parcouru tout l'outre-mer français, ce sont, pour ce qui concerne ce qu'on appelait les départements, ce sont maintenant des îles, mais continentales. Continentales parce que, comme tu viens de le dire, François, il y aura, je dirais, des décisions au niveau national et assez impératives, et il y aura quelque chose de dirigé par rapport à l'économie, etc. Donc, nous allons subir cela. Et comme il y aura des difficultés, nous verrons ça après, concernant, je dirais, l'Europe, concernant la dette, etc., eh bien, nous allons en subir les conséquences, cela va de soi. Parce que nous sommes, comme les départements d'outre-mer en général, nous sommes avec un moteur externe, un moteur basé sur les transferts. D'autre part, une possibilité d'importer, puisque vous savez qu'on importe 100, mais on exporte 6,18%. Donc avec un déficit énorme. Et puis, je terminerai là-dessus. Il faut qu'on imagine que s'il y a une relance du point de vue keynésienne, c'est-à-dire on met beaucoup d'argent, on s'endette encore, et que va-t-il se passer à La Réunion? Mais à La Réunion, et Lord Maynard Keynes le disait déjà dans les années 30, ce qui va se passer, c'est que si c'est une small open economy, si c'est une petite économie ouverte que j'ai étudiée dans les Caraïbes et ailleurs, eh bien, ça a un effet de boomerang. C'est-à-dire, l'argent rentre et il ressort pour les importations. Donc, ça va être quelque chose qui ne va pas trop changer sur ce boomerang. Mais beaucoup d'autres choses vont changer. On y reviendra. Merci Serge. Alors du coup, je repose la
Une deuxième question qui est qu'est-ce que cette crise risque de remettre en cause dans le fonctionnement de société? Voilà, je reviens sur cette question avec François. Je peux nous répondre là-dessus. Ok, alors je vous propose 5 remises en cause dans la logique de ce qu'on vient de voir. La première, c'est quelque part la légitimité de toutes de tous les intermédiaires, ce que je pourrais appeler les intermédiaires inutiles, ou les intermédiaires plus ou moins utiles. C'est-à-dire que, par exemple, avec le téléachat, le télétravail, on voit qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller dans une école pour apprendre. On peut apprendre efficacement chez soi. On voit qu'on peut se former à distance. On voit qu'on peut se former, qu'on peut se faire soigner à distance, qu'on peut acheter des choses à distance. Donc les intermédiaires inutiles ou à faible valeur ajoutée risquent de disparaître. Ça concerne des commerçants, ça concerne des enseignants, ça peut concerner aussi des fonctionnaires, qu'on appelle parfois des ponctionnaires, c'est-à-dire des corps de fonctionnaires qui manipulent plus des symboles que des réalités. Bon. Deuxième remise en cause, l'économie hyper symbolique, l'économie conceptuelle. En gros, le flan-flan, quoi. Les manipulateurs d'idées, les cols blancs, les utilisateurs compulsifs d'écran. Tout se passe comme si on allait assister à une revanche de l'économie réelle, parce que quand il y a un appauvrissement global, eh bien, on se rabat sur le tangible, sur la nourriture, sur l'industriel, sur le bâtiment, sur le service, sur le service concret, beaucoup plus que sur la manipulation d'abstraction. Nous, en France, on a une forte tradition intellectuelle, on aime beaucoup échanger des idées. Et je connais beaucoup de personnes autour de moi, là, en métropole, dont le travail consiste à papoter, à jongler avec des phrases, à manipuler des symboles. Et ces cols blancs inutiles, je ne fais pas allusion à ma chemise, eh bien, risquent d'être assez malmenés par cette crise de retour brutal à la réalité. Alors, troisième type de conséquences possibles qu'on peut avoir, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'inflation. Parce que tout cet argent que les États donnent à flot en ce moment, c'est-à-dire le paiement du télétravail, on n'encaisse plus les impôts, il n'y a plus de contrôle, etc. L'État donne généreusement beaucoup d'argent qui n'existe pas en fait. Donc, quand on donne beaucoup d'argent qui n'existe pas, tôt ou tard, eh bien, il faut équilibrer les comptes. Alors, il n'y a pas 36 manières d'équilibrer les comptes. Peut-être que l'État pourrait les servir sur les comptes privés comme on l'a fait à Malte en 2009, il ne faut jamais dire jamais, mais en France, c'est peu probable, du moins sur les comptes de placement. Ce qui est on peut imaginer un impôt exceptionnel, une contribution exceptionnelle, comme on a eu l'impôt de sécheresse en métropole en 1976. C'est tout à fait vraisemblable. Mais ce qui est également vraisemblable, c'est un retour de l'inflation. Pourquoi? Parce que l'inflation, c'est une manière de faire disparaître l'argent qui n'existe pas et de compenser les excès de la planche à billets. C'est un petit peu ce qui s'était passé en 1968 en France après mai 68. On a augmenté les SMIC de 35%, c'était formidable. Et puis dans les 3 ans qui ont suivi, eh bien, il y a eu 35% d'inflation, ce qui a équilibré les comptes. Et l'inflation, c'est également le moyen de transférer de la richesse de l'épargnant, du petit épargnant, vers celui qui travaille vraiment. Et peut-être que là, c'est aussi un phénomène ce sera tout simplement un rééquilibrage du monde dans la ligne de ce que je parlais tout à l'heure. Quatrième type de conséquence, la refragmentation, le retour des frontières, le reflux de la mondialisation et donc peut-être malheureusement la fin de l'Europe qui commencerait à ce moment-là par une fin de l'euro, qui commencerait peut-être par un retrait de l'Italie de l'euro. Si demain vous entendez dire que l'Italie, dans un an, sort de l'euro, eh bien, ça sera peut-être la fin de l'Europe. Je suis très européen, j'adore l'Europe, mais il faut peut-être se préparer à une balkanisation de l'Europe, un peu comme on a eu à la fin de l'Empire romain, un retour au seigneur de la guerre et aux féodalités locales.
Bon. Ensuite, cinquième type de remise en cause possible dans les grandes ampleurs, la fin de la démocratie dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on est obligé de constater que les régimes autoritaires comme la Chine, Singapour, peut-être un peu la Corée du Sud ou Hong Kong s'en sortent globalement beaucoup mieux que nos démocraties à l'occidentale. Alors pourquoi ? Parce que les États ont plus une poignée de fer, parce qu'on ne demande pas l'avis de tout le monde, parce qu'ils sont plus rapides. Alors pour la Chine, ce n'est pas sûr qu'ils soient vraiment très bien sortis, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas eu 80 000 cas en Chine, mais qu'on serait plutôt de l'ordre de supérieur à 1 million, en réalité. Mais pour Singapour, c'était remarquable. Et quelque part, on dirait que le modèle singapourien est plus fait pour faire face à des crises majeures que le régime démocratique où chacun peut s'exprimer, discuter. À un moment donné, il faut choisir, quoi. C'est soit la démocratie, soit la survie collective. À toi, Serge. Merci. Oui. Bien, puisque on a commencé en parlant de tout ce qui dépend du digital, dépend de tout ce qui est à notre service maintenant, il est certain que, s'agissant de la formation, par exemple, eh bien, le problème, c'est celui de l'apprenant. Et il faut savoir qui est derrière sa machine. Et il ne s'agit pas d'être, à ce moment-là, un enseignant, mais un formateur qui connaît l'adulte. Donc ça, c'est le premier problème et qu'il faudra résoudre pour développer ces choses-là. Et puis, il y a aussi la fracture numérique qui est encore existante. Pour ce qui concerne, je dirais, l'argent, alors là, c'est l'ancien président d'un organisme financier de développement de la Réunion qui va parler. Il se trouve que, oui, il y aura à nouveau un gonflement de la dette, et dans une communication que j'avais pu avoir avec Jacques Attali, j'avais rédigé moi-même quelque chose sur, je dirais, la géopolitique de la dette. C'est-à-dire que ça aussi, ça va faire des bagarres. Et elle est déjà dans l'Europe, dont tu viens de parler, François, parce que on voit déjà, et dernièrement, ça s'est passé il y a une semaine, que les pays européens regardent la dette des autres. Alors que depuis 1977, on avait prévu que chaque, comment dirais-je, projet de budget d'État soit regardé par les autres. Ça n'a pas été fait. Et c'est en 2004 que Schröder, lui, il a fait ça pour l'Allemagne. Et on voit ce qui s'est produit. Et nous avons, nous, un problème, c'est que nous allons subir cette fragmentation. Mais, il faut être clair, à très long terme, compte tenu des blocs, et des blocs asiatiques et des blocs américains, il va bien falloir reconstituer l'Europe si on veut exister. Autrement, ça va être quelque chose d'impossible à vivre à terme. Et puis, pour ce qui concerne la démocratie, elle peut être, je dirais, guidée pendant un certain temps, mais pas au-delà de ce certain temps, que je ne peux pas mesurer. Parce que nous aurons aussi, dans les petites économies ouvertes, des besoins qui vont continuer, parce que nous avons ce qu'on appelle le syndrome hollandais. Quand la Hollande a découvert le pétrole, elle a fait diminuer sa... comment ça s'appelle ? Elle a fait diminuer son industrie. Et bien nous, notre pétrole, c'est le vote qu'on fait pour être dans la France et dans l'Europe. Et ça rapporte. Donc, le problème fait que ça ne va pas créer d'emplois, loin de là, et il faudra bien assister.
Merci Serge pour ton intervention. On va aborder la troisième question, troisième thématique. Est-ce que cette crise présente-t-elle des opportunités et si oui, lesquelles? Je te pose la question, François. Oui, alors on va essayer d'être un peu plus constructif maintenant. On va essayer de voir les opportunités qui sont présentées par cette crise. Alors d'abord, évidemment, mais ça c'est trivial, c'est tout ce qui est travail à distance. Les gens sont en train de prendre en ce moment de très bonnes habitudes avec Zoom, par exemple. Jimmy, je crois que c'est toi qui m'as dit que Zoom avait été multiplié par 15 son trafic depuis, par rapport au mois précédent. Plus 1200%, exactement. 1200%, donc il n'y a pas que Zoom, il y a Teams, Skype, Meet qui font la même chose. Et ça, il y a de tas de personnes pas trop jeunes qui n'avaient pas l'habitude de faire ça et qui s'y mettent et puis qui vont continuer à s'y mettre même quand le corona sera parti. Donc tout ce qui est télémédecine, télécommerce, téléenseignement, téléachat, tout ça va évidemment à le vent en poupe. Hein. Perso, à l'Institut en France, on se met maintenant à faire même de la télécertification, c'est-à-dire des certifications à distance. Ça, ce qui était encore inimaginable il y a quelques temps. Deuxième type d'opportunité, la relocalisation. Alors ça, c'est tout à fait paradoxal, mais ça vient en complément de ce qui en complémentarité de ce qui précède. Les gens sont en train de se réaliser, là je vous donne un témoignage de métropole, que finalement, combiner ses choix soit dans de bonnes conditions, si on a la chance d'habiter dans un village avec un jardin, par exemple, eh bien, c'est pas si mal. Au début, ça fait drôle. Après, effectivement, on se met en colère, on est triste. Et au bout d'un certain temps, on se rend compte que ça a des avantages. On voit plus sa famille, on évite les déplacements inutiles. On réalise aussi qu'on avait des besoins qu'on croyait fondamentaux, qui n'étaient pas si fondamentaux que ça. On n'était pas obligé de faire des rencontres à l'appel toutes les semaines. Et il y a un recentrage sur les vraies priorités qui se fait naturellement. Et donc, on va sans doute, même après le corona, se remettre à avoir une vie locale, une vie de proximité. Le retour à la place du village, avec le café, le boulanger, un peu comme au Moyen-Âge, on a eu, après l'Empire romain, on s'est remis à vivre dans des villas, dans des monastères, dans des petits villages, et il y a un redéveloppement de la vie de proximité. Donc, un, travail à distance, deux, relocalisation. Troisièmement, la revanche de la matière. En France, comme je disais tout à l'heure, il y a 80%, 70 ou 80% des personnes, je parle en métropole, hein, qui manipulent des concepts, qui manipulent de l'abstraction. Bon. Or, ce qu'on va avoir besoin très clairement aujourd'hui comme demain, c'est des masques, c'est de manger, c'est de bâtiments, c'est d'industrie légère. Et il est tout à fait vraisemblable qu'avec la refermeture des frontières partielle, hein, on va se remettre à reconstruire des usines. On va se remettre à faire de la permaculture. Il va y avoir des services de proximité qui vont apparaître dans des villages. Là, j'habite un petit village où de 1000 habitants, il n'y avait plus de boulanger, il n'y avait plus d'épicerie. Et bien, depuis 15 jours, comme par hasard, on a un camion qui vient et on se remet à découvrir qu'on a des voisins. Et donc, le village d'Aix-Erix est en train de revenir. Donc, il y a une opportunité pour la matière et la vie de proximité. Quatrièmement, un autre grand gagnant, et là c'est aussi paradoxal, c'est l'État-providence. Même si en France aujourd'hui, je crois que l'État pompe à peu près 55% du PIB, eh bien on ira peut-être jusqu'à 70% avec un État qui s'occupe absolument de tout. En d'autres termes, on est dans le roman d'Orwell, en 1984, et Big Brother. L'État risque encore d'être encore plus un État mêle-tout. Et puis, cinquièmement, et là, c'est un petit peu en contradiction avec tout ce qui précède également, c'est une opportunité formidable pour les poètes, pour les prophètes, pour les artistes, pour les philosophes, pour les gens inspirés. Parce que comme aujourd'hui tout le monde est paumé et que les anciens récits ne fonctionnent plus, hein, la bourse en ce moment, ça fait vraiment rêver personne,
eh bien, il va falloir qu'on invente un nouveau récit au sens de Yuval Noah Harari dans Sapiens. Il va falloir inventer une nouvelle culture avec des nouveaux modèles, une nouvelle mythologie. Et quelque part, ça fait aussi beaucoup de taf pour les poètes. Serge, qu'est-ce que tu en penses? Merci François. Serge. Je suis tout à fait d'accord, notamment sur ce que tu as dit, parce que dans tout changement, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit, il y a trois choses qui sont actives. C'est l'importance de la population, d'une part, c'est la technologie, et ça a été cité au début, et le troisième élément, le changement des idées. Et donc là, ça va s'appliquer partout et aussi à La Réunion. Ce qui m'a intéressé, c'est quand tu as démarré sur l'aspect de tout ce qui pouvait venir comme télémédecine, téléenseignement et tout. Moi, je vois ça aussi comme une chance d'exportation pour La Réunion. Et il y a déjà des choses qui se font. Et si on travaille sur le numérique et sur tout ce qu'il peut, eh bien, on peut aider notamment notre environnement si on y va, hein, parce qu'on a été, on dirait, sorti du sud-ouest de l'océan Indien. Eh bien, il suffit de préparer des choses, et comme on a fait par exemple pour des serious games, et appuyer sur une touche, et la chose est exportée vers un site, et après, on fait rentrer l'argent comme c'était prévu. D'autre part, pour ce qui concerne les petites entreprises qu'on va essayer de développer et tout, il faut, notamment à La Réunion, et par rapport à ce qu'on peut trouver dans les grandes surfaces, il y a une chose pour nous guider là-dessus, c'est comment est-ce qu'on mange pour accroître sa défense immunitaire. Et là, il y a besoin de gens de proximité, bien contrôlés, et qui peuvent nous apporter des choses. Pour ce qui concerne le village qui permet ça, eh bien, le problème qu'il faut régler, c'est celui du transport. J'ai intervenu dans une commune dernièrement qui est un véritable archipel. Seulement, il n'y a pas de bateau entre les îles de cet archipel, ou presque pas. Et donc, voilà les choses qu'il faut préparer à La Réunion, de manière à ce qu'on ait une possibilité de développement qui ne va pas être fabuleuse maintenant, tant que les idées n'auront pas changé, mais qui est possible. Merci Serge. On va passer à la quatrième thématique, quatrième question. Quels seront les gagnants possibles et perdants possibles de cette crise? Donc très important. Donc il y aura des gagnants, il y aura des perdants forcément. François, tu peux nous apporter ton éclairage là-dessus? Bien volontiers. Alors, encore une fois, il y a deux façons de répondre. Et on peut répondre dans le détail ou répondre dans le global. Alors, dans le détail, parmi les perdants, on va commencer par les perdants. Il y aura le petit commerce, il y aura la grande distribution. Monsieur Amazon, qui était déjà l'homme le plus riche du monde, eh bien, est en train de doubler sa fortune en ce moment, mais ça se fait au détriment de tous les anciens acteurs. Pour nous, formateurs, peut-être que la formation purement présentielle sera peut-être remise en cause encore, qu'il peut y avoir un effet rebond. Il y aura également dans les perdants le transport des marchandises et des personnes, le tourisme, les petits week-ends à Marrakech pour 48 heures, tous les intermédiaires inutiles, les personnes qui font de la certification, du contrôle, des dossiers, et puis toutes les administrations fantaisistes, les commissions Théodore et Théodule. Du côté des gagnants, on aura bien sûr tout ce qui est digital, mais le digital utile, bien sûr, la télémédecine, la formation à distance, la vente en ligne, l'industrie, surtout l'industrie légère, la santé, l'énergie locale, la permaculture, essentiellement la sécurité, beaucoup de la sécurité.
La sécurité risque de devenir, avec le divertissement et l'éducation, un des secteurs, et la santé, l'un des 4 piliers de la nouvelle économie. L'État régalien, on l'a vu tout à l'heure, et comme toujours en période de troubles et de violence, la police et l'armée. Donc, avant la recréation du monde, on risque d'avoir une période assez dure, assez normative, assez macartiste, je parle en métropole. Hein. Bon, et la police et l'armée risquent de n'ont pas dit leur dernier mot. Voilà, ça c'est pour le détail. Alors, si maintenant on voit les choses beaucoup plus globalement, je pense que j'ai fait passer une petite phrase que j'espère que tout le monde l'a vue. L'idée, c'est qu'il va y avoir en gros 2 sortes de gagnants à la crise. D'une part, celui qui est tout au centre, et ensuite celui qui est à la périphérie. Alors, au centre, on a les mastodontes, les centres de l'information digitale, comme Google, comme Apple, comme Amazon, comme Facebook. Ces gens-là vont gagner à la crise. Par exemple, en ce moment, Zoom gagne énormément d'argent parce qu'il a eu la bonne idée de se mettre au centre du cercle. Et pour être au centre, il faut être très gros. Il faut même être le plus gros parce qu'au centre, il ne peut y en avoir qu'un seul. Et puis, à la périphérie, on va nous avoir besoin de petits acteurs locaux. Je parlais tout à l'heure du boulanger du village, mais on peut avoir besoin d'un électricien, on peut avoir besoin d'un petit qui est juste à côté de nous. Autrement dit, les géants et les nains, pour eux, cette crise est une bénédiction. Par voie de conséquence, celui qui va perdre à la crise, eh bien, c'est celui qui est entre les deux, celui qui n'est ni un géant ni un nain. C'est-à-dire principalement la PME de services immatériels, la PME transversale qui n'est ni mondiale ni locale, celle qui avait quelque part une niche entre les deux. Alors, ce n'est pas la fin non plus, parce qu'il y a toujours des cas particuliers, mais c'est là où on sera le plus exposé et le plus fragile, certainement. Merci François. Serge, ton avis? Oui, alors, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit à la phase 3 et à la phase 4. C'est parce que inconsciemment, nous vivions, comme je dirais, pour faire rire, j'espère, comme Mao Zedong, parce que la Chine était au bord du précipice et il a voulu faire le grand bond en avant. Donc, or, on ne se rendait pas compte nous-mêmes que nous étions quelque part vers le grand bond en avant. Et on n'imagine pas ce que représentait la quantité de monnaie par rapport à la quantité de travail réel et sur lequel doit être basée la monnaie. Donc, on est d'accord. Pour ce qui concerne une chose qui a été appelée les administrations qui n'ont pas grand-chose à faire, il faut regarder ce qu'il y a déjà. Nous, on est en France. Donc, en France, l'homéostasie, c'est à peu près 20 ans avant de mettre quelque chose en place que les autres ont fait. Regardons ce qui a été fait en Norvège. Et ça a déjà été éliminé, mais pas d'une manière horrible, mais en créant quelque chose entre le monde marchand et le monde de l'État. Et l'État, petit à petit, recule et diminue sa participation de manière à ce que les choses se passent lentement, mais bien. Alors, l'autre point, c'est que dans tout ce qu'on a dit là, et c'est vrai que ce qui a la chance, c'est d'avoir tous ces éléments, mais nous sommes ici dans une île, dans une région où l'industrie existe, hein, mais compte tenu allez, mettons 860, 900 000 habitants, et avec des coûts, je dirais, qui sont proches parce qu'on est une île continentale en même temps, eh bien, on a des problèmes pour un développement de l'industrie. Parce que le marché interne n'est pas énorme et on a vu que l'exportation de produits tangibles est très basse. Donc, il faut penser à ça et il est vrai qu'il faut à ce moment-là
une sorte que l'État, pendant un certain temps, se mette à intervenir. Alors, comment on va faire ça? Avec le besoin, je dirais, de liberté des entreprises pour changer. Donc, c'est quelque chose qui est un peu difficile, mais pour revenir aussi sur le numérique, sur tout ce qui va nous envahir et tout, n'oublions pas une chose, et je termine là-dessus, n'oublions pas que l'intelligence humaine n'est pas un algorithme. Il faut le prendre en compte. Et le dernier livre de Olivier Houdet, et avec son utilisation de l'IRM sur plus de 10 000 personnes, nous l'a démontré. Et enfin, il faut que je dise que les attentes de nos invités qui étaient sur la reprise de l'emploi et l'emploi, nous n'avons pas donné à eux qui attendent là des réponses. Mais on va les communiquer, enfin moi pour ma part, pour la réunion, je vais en communiquer à Digital. Merci, à l'aide de Biforma, bien entendu. Hein. Et c'est vrai qu'on n'a pas pu répondre à toutes les demandes, mais on a essayé de cibler les thématiques parce qu'on n'a qu'une heure devant nous et malheureusement, Oui. on peut en débattre pendant longtemps et on peut échanger pendant 2 heures, 3 heures, une journée. Il y a de quoi dire sur cette crise. Nous vivons quelque chose vraiment encore d'exceptionnel et il va falloir construire et construire ensemble, construire avec vos collaborateurs, construire avec vos partenaires, revoir, ça va remettre en cause beaucoup de partenariats, que ce soit avec les partenaires, les clients, vos futurs clients. Il y aura peut-être toute votre stratégie aussi sera peut-être remise en cause sur 2020. Vous avez peut-être mis des choses en place en janvier 2020 et là, vous avez tout un changement à faire. Donc, il va falloir préparer réellement, retravailler votre stratégie de 2020, réfléchir à des scénarios possibles, comme on vous a présenté, mais des scénarios possibles dans vos activités. Quelles seront les réactions des gens, des personnes? Est-ce que ce que vous proposez, ça va être une priorité pour eux? Essayez d'imaginer aussi de l'innovation dans ce que vous allez proposer. Je dirais, enfin, en tout cas, je vous donnerai toutes ces pistes-là pour la suite. Et surtout, vos collaborateurs. Alors, ça, c'est ma conviction. Je pense que les gens vont rentrer dans l'entreprise avec une certaine, j'ai envie de dire, peur de ses collègues, peur de la direction, peur de son environnement. Il y aura vraiment donc, il va falloir rassurer. Il va falloir avoir une communication rassurante vis-à-vis de vos collaborateurs en termes de sécurité, en termes de disposition, d'organisation. Et on rentre dans une phase, on appelait l'État avant l'État, enfin on appelle toujours l'État français, l'État nounou, ben, ça sera encore plus nounou. Donc, de prendre soin de ses salariés, de prendre soin des gens, de rassurer les personnes. Donc, voilà pour terminer sur cette présentation. Je reviens vers vous. Donc, si vous avez des questions, vous avez des échanges ou des propositions, je vous invite à intervenir. Avec le micro, bien sûr. Alors, Aurore, peut-être on peut ouvrir tous les micros, peut-être. Oui, moi j'avais juste un petit commentaire à faire. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. Si, si. Oui. Ah, d'accord. Oui, un commentaire à faire sur une question un peu macroéconomique. J'entendais M. Bocquet qui disait qu'il pourrait y avoir un retour de l'inflation. En même temps, on a vu aussi que depuis 2008, même si la Banque centrale avait injecté énormément de liquidités, l'inflation n'est jamais repartie à la hausse.
il est probable que ça puisse arriver, mais il est possible aussi que ça n'arrive pas plus que ça ne s'est fait dans les 10 dernières années pour des raisons qui échappent aux économistes. Et donc, peut-être qu'il y a des opportunités là. Par exemple, si les taux restent très bas, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose encore sur l'immobilier et pour de nombreuses années. Après, par exemple, un gros gadin des prix de l'immobilier, peut-être que ça pourrait repartir à la hausse si on peut acheter à des taux bas. Juste une suggestion. Je peux répondre, Alban? Bien sûr. Bon, ok. Alors, tu as tout à fait raison. En 2008, il y a une anomalie. Il y aurait dû avoir de l'inflation puisqu'on a injecté les limites de la liquidité et l'inflation n'est pas arrivée. Bon, logiquement, quand on injecte trop de liquidité, l'inflation corrige. Et là, c'est pas arrivé. Alors, c'est pas arrivé pourquoi? Parce qu'en même temps que l'inflation, il y avait une logique inflationniste. Eh bien, en face, il y avait la Chine qui n'arrêtait pas d'exporter. On était toujours dans plus de mondialisation. Et quand la Chine, on importait de la déflation du côté chinois. C'est-à-dire qu'on importait des marchandises moins chères qu'ailleurs. Donc, il y avait deux forces qui s'équilibraient. D'un côté, on avait trop de monnaie. D'un autre côté, on avait une mondialisation galopante qui nous faisait importer de la déflation. Aujourd'hui, on n'est pas dans la même situation. On a d'une part plus de monnaie, mais d'autre part, la mondialisation ne va pas augmenter, elle va régresser. Et avec une régression de la mondialisation, quelque part, ça va être double peine et ça risque de renforcer encore la logique inflationniste. Enfin, on saura ça on sera fixé dans 6 mois. Oui. Juste pour dire que tout à fait excellent ce qui vient d'être dit. Et pour donner une anecdote, un jour, le président des États-Unis dit au président de la Chine, qui était en visite, lui demander d'augmenter le yuan et sa monnaie. Et il lui a dit, mais non, je ne pourrai pas exporter autant qu'avant chez vous. Et pendant ce temps-là, si je n'exporte pas autant, comment voulez-vous que je vous rachète vos coupons du trésor qui couvrent une bonne partie de votre dette? Et c'est ça que j'avais développé dans la géopolitique de la dette. Et tout le monde était d'accord et avait peur pour que l'équilibre que François a évoqué soit respecté. Mais ça ne sera pas le cas. Et aujourd'hui, si on ramène cela à l'économie réelle, eh bien, il suffit que, par exemple, les États-Unis d'Amérique augmentent le taux d'intérêt pour que les gens qui ont de l'argent à placer et qui sont soumis à des aspects d'inflation aillent les placer aux États-Unis. Donc attention, si on fait sur du réel, ça ne sera pas comme en 2008. D'autres questions? Suggestions, propositions? Donc, moi, je remercie Berforma, comme je l'ai dit, de nous avoir permis cette confrontation très intéressante entre le trait global et le trait local. Oui, je tenais effectivement, je tenais à remercier Digital Réunion enfin, en tout cas, j'espère que cet échange vous a permis, ces échanges vous ont permis de voir un peu plus clair et de comprendre ce qui va arriver et ce qu'on vit aussi aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. Biforma, en tout cas, reste disponible. Nous restons disponibles. Vous avez un site internet qui est biforma.fr. Vous avez tous nos coordonnées sur ce site. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, partenaire par partenaire, entreprise par entreprise. Enfin, voilà. Je pense que l'union fait la force. Et sortir de cette crise, on ne sortira pas tout seul dans son coin, mais plutôt à plusieurs. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Alors, une dernière bonne nouvelle, pour terminer, et avec un mot de l'espoir, la bonne nouvelle, quand tout est cassé ou quand tout va se casser, c'est qu'après, il faut tout reconstruire. C'est ce qu'un ami des économistes appelle la destruction créatrice. Bon, eh bien, donc, comme il faut faire tout reconstruire, ben, c'est à vous de jouer.
Ça nous fait du pain sur la planche. Oui, excusez-moi, il y avait une question de Olivia. Olivia, ouais. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, vous avez parlé de possibles éclatements de l'Europe et de reformation de frontières. Mais typiquement, la Réunion, c'est l'Europe sans lettres. Nous, on est au milieu de l'océan Indien, on est plus proche de nos amis asiatiques ou africains que de la France. Est-ce que ce n'est pas aussi l'opportunité de libérer un peu les choses et d'être plus dans l'acceptation des matières premières et des matériaux locaux? Je pense notamment pour le BTP qui essaie justement de construire des choses en local ou d'accepter des matériaux qui ne sont pas tagués normes CE. Alors, est-ce que c'est utopiste ce que je dis ou est-ce que c'est une possibilité? Alors, je sais que Serge pourra intervenir aussi là-dessus et nous sommes tous les deux convaincus qu'effectivement, nous devons arrêter de regarder vers l'Europe, mais plutôt vers nos voisins. Nos voisins, le bassin régional, qui est Madagascar, l'île Maurice, le Mozambique, la Tanzanie, l'Afrique du Sud. On a plein de pays émergents et il y a plein de possibilités. Le seul frein qu'on a, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est la barrière de la langue, c'est l'anglais. Il faut parler anglais. Il y a un vrai apprentissage, à faire sur l'anglais pour s'ouvrir vers ces pays-là. En effet, je suis convaincu qu'il y a vraiment des choses à développer dans le bassin régional et qu'on regarde un peu ce qui se passe. Et malheureusement, pour revenir un petit peu en arrière, et là je parle en tant que Réunionnais et de nos ancêtres, nous sommes rattachés, j'ai envie de dire, à ce pays-là qui est la Tanzanie, au Mozambique. Nos esclaves venaient de là-bas. Personnellement, j'ai été en Tanzanie, Dar es Salaam, qui est un port, une ville portuaire basée au bord de l'océan Indien, où il y a énormément de choses à faire. Et voilà, c'est un frein pour nous, l'anglais. Il va falloir vraiment qu'on s'y mette pour aller vers ce pays-là. L'île Maurice le fait très bien. Ils le font très bien avec des partenariats en Tanzanie, des partenariats au Mozambique, en Afrique du Sud. Je sais que Export Réunion et Digital Réunion, on met des choses en place. Ça ne suffit pas, il n'y a peut-être pas assez. Il va falloir que ça rentre dans notre culture, ouais, effectivement. Je dirais très, très belle chose, ouais, effectivement. Je voudrais dire, pour terminer là-dessus, en ce qui concerne l'exemple de Maurice, où j'ai vécu 4 ans là, dernièrement, c'est que Maurice a eu une politique, celle de devenir le hub financier des côtes est de l'Afrique. Et donc ça, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons même pas les structures pour le faire, et ça va demander, si on veut le faire, ça va demander du temps. Moi je pense qu'il faut qu'on se remette dans le sud-ouest de l'océan Indien, tout en restant en lien avec l'Europe, non pas, je ne parle pas de l'Europe politique, l'Europe avec ses obligations et ses trucs, mais l'Europe, parce que quand vous entrez dans une grande surface, même dans une petite boutique, et que vous regardez les produits, ce sont des produits européens en ce moment. Donc on ne va pas casser brutalement et passer à des liens dans le sud-ouest de l'océan Indien. Il faut préparer une politique sur plusieurs années. Super. Je te remercie Serge, je crois que c'était le mot de la fin, parce qu'on doit laisser l'antenne.